Et en fait, moi, j'avais une douleur à droite depuis quelques mois qui persistait. Ils ont trouvé de l'endométriose, mais ils n'ont jamais vraiment su m'expliquer d'où venait cette douleur à droite. Et donc, je suis restée comme ça pendant des années avec cette douleur tous les jours, comme un coup de couteau, en fait. J'ai pas eu la transition facile de petite fille je deviens femme parce que j'étais en CM2. Ma maman savait très peu de choses sur ça. Elle m'a juste expliqué comment mettre un tampon et fin, tu vois. Vraiment, les premières règles, c'est l'anecdote qui me fait le plus rire. J'ai crié, j'ai appelé ma mère, je fais maman. Si tu devais me donner un mot pour décrire cette relation, ce serait lequel? Toxique, hein. Toxique. Et puis le fait de briser les tabous en fait sur les règles et aussi la contraception, les effets secondaires qu'on a à cause des pilules, je pense que ça peut aussi leur ouvrir l'esprit sur les autres méthodes de contraception qui existent, qui concernent les hommes. Et moi, ce que je trouve ouf, c'est que quand ça faisait 3 ans que j'avais mes règles, on s'est pas posé plus de questions sur peut-être qu'elle a un problème. Tu vois. C'est horrible. Bienvenue dans le premier épisode de Zenia et toi. Je m'appelle Naomi et je suis la fondatrice de Zenia, la première marque de maillot de bain à avoir développé une protection menstruelle amovible. Je suis moi-même atteinte d'endométriose et j'ai à cœur de sensibiliser et d'éduquer les femmes à ces sujets. Donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Sarah pour ce premier épisode. Je te laisse te présenter, Sarah. J'ai pas du tout travaillé une présentation. Je sais très mal me présenter, donc ça va être très long. Vas-y, déjà, merci pour ton invitation. C'est trop chouette. Je trouve que l'idée du podcast est trop cool et de pouvoir parler de tous ces sujets dont on parle très peu ou qui sont très peu mis en avant, pardon. C'est trop bien. Et non, du coup, moi, je suis Sarah, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Je vais faire plutôt de la fiction et de la prévention sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme, je sais pas, l'alcoolisme ou alors la dépendance affective. Je fais plein d'autres trucs à côté, mais qui n'ont rien à voir, donc on s'en fiche. Bah écoute, en premier, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la perception qu'on a de notre corps et surtout la relation qu'on entretient avec notre corps depuis notre adolescence. Par exemple, si tu devais me donner un mot pour décrire cette relation, ça serait lequel? Toxique, hein. Toxique. Et pourquoi donc? Parce que je sais que depuis toute petite, on m'a beaucoup jugée sur mon physique, mais ma maman première, je pense. D'accord. Tu sais, ça a très vite été des « Ah, t'as grossi, ah, fais attention, oh, Sarah, t'es censée faire 10 cm de moins que ta taille. » Ouais, je connais ça. Et en fait, j'ai toujours été cette enfant de... J'étais pas fine, mais j'étais pas non plus au-dessus de ma corpulence. J'ai été un peu en surpoids. Puis on a des variations de poids quand on est jeune qui sont normales aussi à l'adolescence. C'est ça, quand t'es petite et que... En plus, pour le coup, j'ai eu mes règles très tôt. Je les ai eues en CM2. Donc en fait, à partir de là, moi, j'ai arrêté de grandir, du coup, déjà. Et j'ai pas eu la transition facile de petite fille, je deviens femme parce que j'étais en CM2. Et du coup, je mangeais pareil, je faisais tout pareil. Ouais, c'est ça. Et ma maman savait très peu de choses sur ça. Elle s'est pas tellement plus posé de questions que ça. Et elle m'a pas dit grand-chose non plus, quoi. Elle m'a juste expliqué comment mettre un tampon et fin, tu vois. Donc, je trouvais que, pareil, ça manquait un peu d'éducation à l'époque. Donc, complètement. J'ai vu mon corps changer, j'ai vu mes seins pousser, j'ai détesté. Et j'étais en mode, j'aime pas du tout. Et t'as l'impression que les réseaux ont influencé ça et le fait que je sais pas à quel âge t'as commencé les réseaux? J'ai commencé assez tôt, mais à l'époque, c'était pas tellement... Au contraire, je trouvais que les réseaux sociaux, moi, ça m'aidait beaucoup. Parce qu'il y avait déjà un peu ce côté... je montre mon corps comme il est, alors qu'à la télé ou sur les magazines, c'était pas vraiment le cas. Quand on regardait des films, c'est toujours des femmes magnifiques, toutes qui n'existent pas finalement. Et puis qui sont censées avoir 16 ans, en fait, dans la vraie vie, elles en ont 24. Donc on se compare à ça. Et quand t'es jeune, en tout cas, moi, quand j'ai eu mes premières femmes, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, je veux pas de ça. En plus, j'étais... L'expression que tout le monde détestait, mais c'est comme ça qu'on me qualifiait à l'époque, j'étais un garçon manqué. Donc en fait, moi, je mettais des hauts pour cacher mes seins, je voulais juste mettre des trucs oversize et tout. Je refusais mon corps de femme à l'époque. J'étais trop jeune, je voulais juste jouer avec mes copains et qu'on me laisse tranquille. Et t'avais l'impression qu'on te sexualisait J'ai été sexualisée très très vite. C'est-à-dire que du coup, j'étais un peu la première à avoir des seins et tout. Du coup, les garçons, à l'époque, n'étaient pas très tendres. Et même les filles, tu sais, il y avait pas des remarques, mais des regards un peu bizarres ou des « Ah, c'est trop bizarre que toi, t'aies déjà des seins, qu'est-ce que t'as fait pour ça ?» Un peu de jalousie aussi. Moi, j'étais justement dans le cas inverse. Moi, j'ai eu mes règles au moment du brevet. C'est le stress de l'histoire de l'art qui me les a déclenchés. Pour de vrai? Ouais. Mais non. Si. Et j'étais tellement stressée de rater que, en fait, en y allant, ça m'a déclenché mes règles. Et en fait, j'étais l'inverse, j'avais pas de forme du tout jusqu'à mes 15 ans. Et donc, justement, j'avais ce regard un peu jalouse, sans le savoir, je pense, sur les filles qui avaient déjà des formes, parce que forcément, j'avais les remarques, planche à pain, tout ce qu'on a pu déjà entendre. Voilà.
Et puis en plus, je faisais de la gym. Du coup, forcément, je faisais du sport. Donc ça ralentit aussi la croissance. Ouais, c'est ça, la gym, j'ai entendu pas mal de copines qui disaient que ça leur avait vraiment fait tout retarder un peu dans leur puberté. Ouais, c'est ça. Je pense que ça a joué parce que dès que j'ai arrêté pendant 1 an et demi. Et c'est là que tout est venu, les règles, les seins, tout. Oh là là. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de nos règles et surtout de nos premières règles. Comment ça s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'on nous a dit le jour de nos premières règles, comment on nous a expliqué ce qui allait changer et quelle protection on nous a donnée. Ah putain, c'est vraiment... Les premières règles, c'est l'anecdote qui me fait le plus rire. Ouais. J'ai vraiment été dans le déni quand je les ai vécues. C'est-à-dire que j'ai vu dans ma culotte du marron. Ah. Comme c'était, tu sais, sec. Et j'ai juste même pas douté que c'était du sang. Ah non, je pensais que c'était autre chose. Je pensais que je m'étais oubliée. Ok. Et du coup, juste mis ma culotte au sale et je fais comme si de rien n'était. Ouais, ok. Et bon, quand je suis retournée aux toilettes après et que j'ai vu finalement que c'était peut-être du sang et que ça sortait pas de là où je pensais que c'était sorti, j'ai crié, j'ai appelé ma mère, j'ai fait « Maman !» Et c'est hyper drôle parce que au moment où j'ai appelé ma mère, mon beau-père qui était dans la pièce à côté, il a dit « Ah, ça y est, on a une femme à la maison !» Il avait compris directement ce qui se passait alors que juste crier maman en toilette. Enfin, il aurait pu se passer plein de choses. Fou. Et non, il avait compris. Alors que t'étais en CM2 du coup. J'étais en CM2. C'était pas normal, mais je pense que peut-être que mon corps avait peut-être un peu changé, qu'il l'avait remarqué. Ouais, déjà, en soi, j'étais plus grande que les autres. Déjà, ça se voyait que ma puberté était avancée. Et là, maman m'a fait bon, je vais te donner une serviette et je vais t'expliquer un peu, bien que j'étais un peu au courant déjà de ce qui se passait. Mais elle me disait, voilà, tu vas avoir des règles tous les mois. Tu mets des serviettes hygiéniques ou des tampons, mais bon, pour le moment, on va rester sur des tampons, ma fille. Sur des serviettes hygiéniques, pas des tampons. Et puis voilà, fin. Je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Et après, dans la journée, ils sont partis faire des courses et ils sont revenus. Et mon beau-père m'a offert mes premières serviettes hygiéniques dans un papier journal. C'était un papier gâteau, on n'avait pas de papier cadeau. Du coup, c'était dans un papier journal et c'était très mignon et je trouvais ça choupi. Et... Du coup, je les ai quand même bien vécues, mes règles. Franchement, le début, j'étais en mode bon chiant, mais j'avais accepté parce que c'était très doux dans ma famille. On en avait parlé, c'était drôle, mais à part ça, j'avais pas eu plus d'infos. Tu vois. Juste, tu as tes règles, tu mets des protections, ça va durer entre 3 et 5 jours. Enfin, et voilà. Mais toi, du coup, comment ça s'est passé ? Moi, à l'Histoire des Arts, du coup, je rentre à la maison et je dis à ma mère qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Et en fait, elle me dit tout de suite, on va aller acheter des serviettes et puis voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça va arriver 1 fois par mois et à chaque fois, tu mets des serviettes et puis quand tu vas aller à la piscine, tu mettras un tampon et voilà. Ah ouais, t'avais déjà dit quand tu vas à la piscine, tu mets un tampon. Elle m'a surtout expliqué comment fonctionnaient les protections, en fait, que vraiment ce qui allait se passer dans mon corps chaque mois et le fait que j'allais aussi avoir des variations hormonales et du coup que ça allait jouer sur mes émotions, ça on me l'a pas du tout expliqué. Ok, non ouais, ça du coup elle te l'a pas du tout dit. Non, mais je pense que en fait je lui en veux pas du tout parce que je pense qu'elle était pas du tout au courant elle-même en fait. Nos mères sont très très peu informées. Hein. C'est un peu une dinguerie. Quand moi je lui explique un peu ce que je peux savoir, elle est en mode ah ouais. Ouais. Mais maman. Elles ont du mal à comprendre même pour l'endométriose. Ma mère a mis du temps à le prendre au sérieux aussi. Pareil, je lui en veux pas du tout parce que c'est l'éducation qu'elle a eue et elle pensait que c'était normal ou elle reliait ça aux douleurs qu'elle avait pu avoir en se disant c'était normal. Mais peut-être qu'elle avait aussi de l'endométriose mais qu'à ce moment-là, elle n'était pas diagnostiquée. Ouais. Et à l'heure actuelle, on le saura jamais en fait. Donc je pense que ça venait de là aussi. T'avais pas d'autres cas du coup d'endométriose dans ta famille, que ce soit des cousines, des cousins, de ton entourage ? Alors si, j'ai mes cousines qui, je pense, en ont aussi, mais elles galèrent à se faire diagnostiquer. Elles ont tous les symptômes. C'est d'ailleurs ma cousine qui a été diagnostiquée, mais très bizarrement, c'est juste le gynécologue qui lui a dit il y a des traces d'endométriose, mais il lui a pas sorti d'image, donc elle a jamais vraiment pu prouver son diagnostic. Et à partir de là, j'ai commencé à me reconnaître dans ses symptômes. J'ai commencé à faire mes recherches pour l'aider un peu à comprendre la maladie. Et c'est en faisant mes recherches en fait que j'ai découvert que j'en avais une moi aussi. Et moi, j'ai eu, on va dire, la chance d'être diagnostiquée et de le voir à l'image. Bon, ça a mis du temps. Au début, j'ai fait des échographies. On me disait qu'on mettait endométriose avec un point d'interrogation sur le compte-rendu. Donc après, j'arrivais chez le médecin avec ça. On me disait, il n'y a pas vraiment de diagnostic. J'allais dans des centres spécialisés, mais on me disait, il n'y a pas de diagnostic, donc on ne peut pas vous intégrer au centre. Donc c'est hyper compliqué de savoir comment procéder pour être bien prise en charge au début. Donc voilà, ma cousine, encore à l'heure actuelle, elle n'a toujours pas de diagnostic. Elle a fait des IRM, elle a fait plein de choses. Elle a tous les symptômes de l'endométriose, même des symptômes de congestion pelvienne. Et par contre, elle n'a aucun diagnostic de poser.
Donc, et puis pour ce qui est de mes tantes, de ma mère, on a des soupçons parce qu'elles ont des douleurs qui étaient similaires aux nôtres et des règles qui étaient anormales, mais on ne saura pas, quoi. Mais c'est quoi qu'est-ce qui est censé être donné pour vous la diagnostiquer définitivement sous endométriose? En général, on nous fait une échographie au début et après, on nous fait une IRM si on ne voit rien sur l'échographie. Moi, sur l'échographie, on ne voyait rien. Et c'est que sur l'IRM, du coup, la deuxième IRM, parce que la première, on m'a dit que j'avais rien. Et c'est que sur la deuxième, dans un centre spécialisé, que là, on m'a dit « Ah, on voit une lésion sur le ligament utérosacré ». Et en fait, moi, j'avais une douleur à droite depuis quelques mois qui persistait. Je pensais que c'était un kyste. Et donc, j'ai cherché à trouver ce kyste. Et en fait, ils ont trouvé de l'endométriose, mais ils n'ont jamais vraiment su m'expliquer d'où venait cette douleur à droite. Et donc, je suis restée comme ça pendant des années avec cette douleur tous les jours, comme un coup de couteau, en fait. Ça me faisait vraiment l'effet d'un coup de couteau. Et voilà, j'ai cherché des solutions après par moi-même. C'est que comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Mais ils n'ont jamais su m'expliquer d'où venait réellement la douleur. Mais comment t'expliquerais le fait que les médecins ne sont pas du tout là dans l'accompagnement ou dans le diagnostic? Pourquoi ils t'aident pas du tout à essayer de savoir ce que t'as? Je pense qu'ils estiment qu'on n'arrivera pas à comprendre, qu'il faudrait être médecin. J'ai déjà vu des témoignages de femmes qui racontent que justement elles ont cherché à poser des questions à leurs médecins et que les médecins leur disent clairement c'est trop compliqué pour que vous compreniez. Du coup, je pense qu'ils la font courte pour que on sache pas le sujet que vaguement et qu'on raconte des bêtises derrière. Donc après, c'est à nous d'aller chercher. Moi, j'ai plus appris de choses grâce aux associations et aux patientes expertes que grâce aux médecins. Parce que justement, ils nous expliquent pas, ils nous disent les faits, mais sans explication derrière. Il y a toujours le fait que quand on a un rendez-vous chez le médecin, c'est rapide. Donc on n'a pas le temps d'exposer toutes nos questions. On a toujours l'impression de déranger. Donc moi, je me suis toujours un peu dépêchée de poser mes questions et j'étais jeune à ce moment-là, donc je me sentais pas légitime. Je me rappelle que chaque rendez-vous, je me préparais comme un entretien d'embauche parce que je voulais avoir les réponses à mes questions et que je ressortais en pleurant parce que j'avais eu aucune réponse, qu'on m'avait fait plus peur qu'autre chose et j'avais pas d'infos en plus pour aller mieux. C'est ouf à quel point ils sont pas qu'ils s'en fichent, mais j'ai l'impression qu'ils ont ce truc de temps que c'est pas grave. C'est ça. Je m'en occupe pas, quoi. Et puis je pense qu'ils sont pas... Enfin là, ça commence à être de mieux en mieux. Ils ont de plus en plus de cours de médecine par rapport à ça. Mais il y a quelques années, ils avaient qu'une page dans leur livre de médecine dédiée à l'endométriose. Et encore, là, on parle d'endométriose. On parle pas encore de SOPK, d'adénomiose, de toutes les autres maladies chroniques qui peuvent toucher les femmes et qui sont super importantes à comprendre pour les générations futures. Parce que quand on voit le nombre de femmes qui sont atteintes, il faut se poser des questions et il faut agir, quoi. Et surtout pour les aider à comprendre. Vraiment, j'ai pas d'endométriose et pour le coup, je sais que j'avais des problèmes avec mes règles aussi. Enfin, j'ai des problèmes avec mes règles et moi, on m'a juste mis sous pilule parce que ça faisait... Quand j'ai eu mes premières règles, donc je les ai eues en CM2 et pendant 3 ans, j'ai eu des règles complètement déréglées. Ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille de j'ai un problème, c'est j'ai pas eu mes règles pendant 5 mois. Et de là, ma maman m'a emmenée voir le médecin qui était aussi... c'est une femme qui est médecin et gynécologue, du coup. Ou sage-femme, je sais plus exactement. Bref. Mais du coup, elle est apte à me prescrire des trucs et à potentiellement me poser des stérilés ou quoi que ce soit, tu vois. Du coup, elle était censée être assez experte sur ça. Et elle m'a juste dit, bon, bah, puisque t'es pas réglée, on va te mettre la pilule, comme ça, t'auras des règles réglées et t'auras pas de soucis, tu vois. Bon, j'ai commencé à prendre la pilule. Effectivement, mes règles étaient réglées, mais moi j'ai un problème, c'est que j'oublie souvent de prendre les trucs. J'ai vécu entre 2 endroits avec mes parents séparés. Donc si j'oublie la pilule d'un côté, alors enfin bref, trop compliqué. Donc puis aussi je commençais à avoir un chéri. Donc si j'oublie la pilule, ça craint. Du coup, j'ai été revoir cette médecin-là et je lui ai expliqué un peu tout ça et elle m'a dit on te met sous... Enfin moi, le truc qu'elle conseillait le plus, c'était le stérilet hormonal parce que du coup, obligée d'avoir des hormones pour mes règles et ça protège bien. Et pour le coup, j'ai été très contente de mon stérilet hormonal pendant 5 ans, mais j'ai commencé à repérer des trucs un peu bizarres. Donc, c'est des poils qui poussaient un peu partout. C'était... j'ai eu ça. J'ai eu quoi d'autre? Parce que j'avais plusieurs symptômes bizarres qui étaient en fait liés au SOPK. Et, des poils, des petits boutons bizarres, alors que j'avais jamais eu trop de boutons dans ma vie. Et beaucoup de fatigue. Je suis très facilement fatiguée. Et bref, au fur et à mesure de mon cycle, je remarque, de mes 5 ans sous hormones, et surtout à la fin, je remarque que tout ça, ça devient de pire en pire, que je commence à vraiment genre tout là rempli de poils, que là j'en ai un qui pop ici, enfin trop bizarre. Et tu lui en as parlé du coup? J'ai fini par lui en parler, notamment parce que aussi le stérilet me provoquait beaucoup de mycoses. Mais elle me disait mais non, c'est pas le stérilet.
Bizarrement, depuis que je ne l'ai plus, je n'ai plus aucune mycose. Ouais. Ni de vaginose, je n'ai plus rien, parce que j'ai fait les deux. Je savais pas que ça pouvait jouer. Ah si, beaucoup. Et du coup, depuis, je l'ai retiré. Et quand on l'a retiré, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai des questions quand même. J'ai ça. Du coup, j'ai des poils. J'en ai un peu... Enfin, j'en ai beaucoup. Et j'ai vu que ça pouvait être des symptômes du SOPK. Et là, elle m'a dit, ah oui, effectivement, oui, peut-être, du coup, je t'enlève juste ton stérilet et on verra ce que ça donne. Au lieu de se dire, elle a quand même beaucoup de symptômes, je vais lui faire les prises de sang et la petite échographie que je n'ai toujours pas faite, qu'il faut que je fasse. Mais au lieu de me dire ça, elle me dit juste, pars sans rien et on verra ce que ça donne, tu vois. Donc j'ai mes premières règles pendant une semaine. Bon, j'ai très très mal. Mais bon, je suis contente de retrouver mes règles et de retrouver mon corps. En même temps, je me dis, qu'est-ce que ça donne, mon corps sans hormones ? Ça fait 7 ans que je ne me connais plus. Mais c'est ça, ce qui est fou, c'est qu'on t'a du coup donné une pilule, un stérilet hormonal avant même que tu comprennes justement les variations hormonales. Ouais. Et en fait, quand on te l'a enlevé, pareil, on t'a pas expliqué ce qui allait se passer et le fait que ton corps, il avait besoin de plusieurs mois en fait pour se stabiliser. Ça, en vrai, oui, elle n'a pas été très claire. Elle m'a juste dit, tu vas avoir tes règles dans une semaine et à partir de là, on va voir comment ton cycle va fluctuer. Tu vois. Le but, c'est de voir si mes règles revenaient normalement. Mais moi, ce que je trouve ouf, c'est que quand ça faisait 3 ans que j'avais mes règles, on s'est pas posé plus de questions sur peut-être qu'elle a un problème. Tu vois. Ouais. C'était je te mets sous pilule et ça va aller. C'est horrible. Enfin, du coup, moi, j'arrive, j'ai 23 ans, je me retrouve avec un corps sur lequel je dois tout apprendre de moi-même parce que visiblement, les professionnels ne veulent pas trop m'accompagner et je dois un peu batailler. Là, j'ai dû vraiment être en arrêt tellement j'étais mal. Il n'y a qu'à ce moment-là où elle s'est dit, peut-être qu'elle a un truc, je vais lui prescrire une prise de sang et l'échographie. Et la prise de sang a révélé que j'avais juste trop... J'ai quoi ? Trop d'androgènes. Trop de je sais pas quoi, androgènes et d'autres trucs qui sont symptômes du SOPK. C'est les hormones masculines, du coup, l'androgène, c'est un des symptômes du SOPK. C'est ça, mais apparemment, j'ovule bien. Ça peut vous... Okay. ça me rassure un petit peu, je suis fertile. Okay. Ça, c'est déjà un point mais maintenant, il faut que j'aille faire l'échographie. Mais bon, déjà, entre ma prise de sang qui confirme le fait que j'ai ces problèmes-là, plus tous les poils qui poussent. Ah, aussi, très marrant, c'est que moi, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça sur mes poils. Parce que je suis d'origine portugaise. D'accord, ah oui, et donc du coup, avec les stéréotypes, tu t'es dit que c'était normal. Oui, je me suis dit, c'est juste complètement normal, j'ai des poils qui poussent un peu partout, c'est un peu la fiesta, c'est marrant, tu vois, mais j'ai juste mis ça sur ce compte-là, alors qu'on m'avait pas expliqué que si t'avais des poils qui poussaient de façon un peu random, ça pouvait être un problème hormonal et du coup, une maladie. Je me suis juste dit, je suis portugaise. Mais c'est ça qui est fou dans ta gynécologue qui te dit on va observer tes règles suite au stérilet que tu as enlevé. Elle t'a pas parlé de suivre tes hormones en fait. Elle a parlé de suivre tes saignements. Ouais. Donc on parle toujours des règles, des saignements et on nous éduque jamais en fait sur comment fonctionnent les hormones. Et non. Quand je me sens comme ça, c'est peut-être parce que j'ai trop d'œstrogènes ou... pareil, les androgènes, on te dit que tu en as beaucoup, et qu'est-ce que ça fait comme symptôme pour repérer quand il y en a trop, quand il n'y en a pas assez en fait. Ah mais vraiment. Enfin là, du coup, je me suis un peu renseignée tout seul sur ChatGPT quoi. Ouais. Je lui ai expliqué mes symptômes, je lui ai montré ma prise de sang, il m'a dit tu as un SOPK je pense, il faut faire l'échographie maintenant, mais il m'explique que vraiment, là j'ai tous les symptômes possibles. Ouais. Mais c'est marrant, mais vraiment, à partir du moment où tu as des poils qui poussent un peu bizarrement, c'est pas normal. Ouais. Peu importe l'origine de laquelle t'es, si t'as des poils autour des tétons, ce n'est pas normal. Des poils autour du ventre. Je ne savais pas. Autour des tétons, s'ils sont noirs, tu peux en avoir un peu, mais s'ils sont noirs et vraiment genre épais, c'est pas normal. C'est un problème hormonal. Si t'en as sur le nombril, mais quand je dis que t'en as, t'en as. Tu vois, genre, faut que c'est ça, genre comme des poils de sourcils. D'accord. Si ça ressemble à ça, ce n'est pas normal, tu vois. Okay. Et moi, c'est à cause de papa. Mon papa est portugais. Donc voilà, donc, du coup, faire très attention à ça. Pas, mais c'est grâce à des créatrices qui en parlent, tu vois. Et des gens comme toi qui, du coup, vont me permettre de libérer la parole et de mettre en place des choses trop cool comme les maillots de bain, du coup, que tu fais. C'est grâce à ça que, du coup, on entend encore plus parler et qu'on peut aider des femmes à comprendre un peu leur corps et leurs problèmes aussi. Ouais, complètement. Moi, c'est comme ça que j'ai appris la plupart des choses que je sais aujourd'hui sur la maladie. Et si je peux être là devant toi et avoir créé la marque, c'est grâce à toutes les femmes qui sont passées par la même chose que moi et qui ont véhiculé des conseils. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas s'arrêter à la pression de la société. Moi, j'ai fait des études en marketing de luxe et j'avais prévu d'intégrer un grand groupe, devenir chef de produit ou ce genre de choses. Mais en fait, le salariat à l'heure actuelle, à part quelques entreprises, il n'est pas prêt à accueillir des femmes atteintes d'endométriose qui ont un quotidien très difficile.
c'était pas possible. Aussi la pression de bien faire en sortant des études quand on a un profil junior. Moi, je sais que je me mettais énormément de pression et que ça jouait sur mon anxiété, ça jouait du coup sur mon inflammation. Donc le fait de m'être lancée et d'avoir fait un projet qui me tient à cœur et où c'est moi qui gère un peu tout, du coup j'ai plus cette pression et j'ai pu aussi adapter mon mode de vie, mes horaires et comprendre comment fonctionnait mon cycle et du coup adapter mon travail en fonction de ça. Moi par exemple, une semaine avant mes règles, je vais pas faire des choses trop complexes, je vais éviter de rencontrer des gens. Je vais programmer ce genre d'interviews ou les rencontres, les présentations, je vais les programmer la semaine après mes règles. Parce que je sais que c'est la semaine un peu, on dit la semaine du renouveau, où on passe dans la phase folliculaire, où on se sent mieux, on a envie de courir après le monde, quoi. Donc, je m'organise en fonction de mon cycle. La semaine avant mes règles, j'essaye de voir personne. Et la semaine après, j'essaye de travailler, de faire tout ce qui va être en présentiel, les présentations et tout ça, quoi. Et toi, du coup, Je suis en train d'apprendre. Okay. Tu vois, genre, j'essaie de me former, de comprendre. Là, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Flow. Ouais, j'utilise la même. Qui est super, en fait, parce qu'il te pose des questions, il t'explique pourquoi là, tu es potentiellement fatigué, pourquoi est-ce que là, tu as ça. Et même là, tu vois, genre, quand j'ai eu mon retard de règles, il m'a posé plein de questions. Ouais. Et c'est super, parce que du coup, je paye Flow. Je l'aime. Il m'a posé plein de questions et à la fin, il te fait un diagnostic un peu à la fin en mode, tu as certainement un SOP card. Il te le redit et c'est fou que tu aies autant d'applications qui te disent autant de choses alors que ton médecin n'est pas capable de dire tu as peut-être un problème. Je pense qu'on devrait creuser ça. Et en fait, il s'en fiche, il creuse pas, c'est horrible. T'es là en mode, mais aide-moi. Genre, je veux juste de l'aide, je veux me comprendre et t'es là pour ça. Et en fait, j'ai l'impression que non, tu me fais des frottis 2-3 fois et puis ça y est, ton taf est fait, quoi. C'est pas ça que je veux. Je veux me comprendre et je veux savoir si j'ai des problèmes pour aller mieux au quotidien. Mais c'est trop bien, Flo. Mais toi, du coup, avec l'endométriose, t'as quand même des SPM qui sont hyper vénères, non ? Ouais, ça dépend. Avant, oui. Maintenant que j'ai appris à changer mon mode de vie et que je comprends beaucoup plus de choses, j'ai réussi à réguler mes hormones et maintenant j'ai presque plus de SPM. Comment t'as fait ? Parce que justement, le syndrome prémenstruel, ça vient d'un déséquilibre hormonal. C'est qu'il y a un problème et en fait, avec l'alimentation, avec la sophrologie, la méditation, toutes ces choses-là, on arrive un peu à réguler le tout. Après, moi, j'ai été sous ménopause artificielle. Du coup, quand j'ai été diagnostiquée, on a cherché à me mettre sous pilule en continu. J'en ai testé presque une dizaine. Et mon médecin faisait que me dire, j'ai des patientes qui en ont déjà testé 30, on testera jusqu'à trouver la bonne. Moi, j'étais pas trop de cet avis, mais je pensais que c'était la seule solution, donc j'ai continué jusqu'à la ménopause artificielle. Et en fait, ça m'a complètement anéantie. Je l'ai trop mal vécu, j'ai eu plein d'autres symptômes. Et en plus de ça, j'ai commencé à avoir des saignements constants, des spottings. Donc je saignais tous les jours pendant 1 an et demi. Trop pour pas mettre de protection et pas assez pour mettre une protection interne. Donc je me suis retrouvée 2 mois en vacances chez ma famille en Italie et en fait j'étais bloquée, il faisait chaud, il faisait super chaud, j'étais obligée de mettre des serviettes ou des protège-slips. La chaleur c'était insupportable. Du coup, c'est là où j'ai pensé justement à la protection amovible parce que je me dis c'est fou, on est en 2025, on a l'intelligence artificielle, on a des robots partout et on n'a toujours pas une protection qui est adaptée à la baignade, quoi. Et une alternative au tampon autre que la cup, par exemple, parce que même les protections internes, j'ai aussi de l'adénomiose, du coup. Donc, les protections internes sont trop douloureuses, en fait. Je peux même pas essayer. Pour les jeunes filles, je sais que moi, ça a été un petit trauma, mon premier tampon, tu vois. Parce que c'est pas parce que je voulais mettre un tampon, c'est parce que je devais aller me baigner et que je voulais pas avoir du sang partout, tu vois. Et ma mère m'avait très mal expliqué comment fonctionnait le tampon. Enfin, elle avait tenté de m'expliquer, elle m'a dit, ouais, tu vois le truc, tu fais ça et tu mets dedans, tu vois. Pendant vraiment, je pense, 1 an, j'avais pas compris qu'il fallait tirer l'applicateur et pousser après. Je me disais juste, il y a des applicateurs qui vont plus profond que d'autres. Voilà, donc pendant longtemps, j'étais bloquée, donc vos applicateurs, vous les tirez. Et non, et je l'ai super mal vécu parce que j'avais pas fait ma première fois, j'avais du mal avec le fait de me mettre quelque chose ici, et je l'ai super mal vécu. Et tout ça pour aller me baigner, tu vois, c'était même pas un truc que je voulais faire moi-même. Et je rêvais du coup avoir un maillot de bain qui était là pour ça, tu vois, un maillot de bain exprès. Donc même là, c'est le genre d'innovations qui vont sauver la vie de plein de jeunes filles, tu vois, qui sont pas prêtes à mettre un tampon. Ouais, complètement. Et puis combien de femmes ne mettent pas de protection interne, même par conviction religieuse ou par peur des risques ou
ou parce que ça fait mal tout simplement, mais c'est pas grave. Et qui se baignent sans protection. Ils prennent le risque d'avoir une fuite en sortant de l'eau et au moins là elles ont une petite protection supplémentaire quoi. Mais c'est trop bien. Et toi du coup au travail par exemple, maintenant que tu commences un petit peu à te renseigner sur comment fonctionne ton cycle et tes hormones, comment tu le gères au travail? T'as l'impression que ta semaine de règles elle est beaucoup plus difficile? Est-ce qu'ils sont compréhensifs? Et bah du coup comme j'avais pas mes règles avant là récemment. Ah ouais. Du coup, tu vas découvrir là. Non, mais en fait, moi, ce qui m'est arrivé là sur la fois où j'ai dû mettre en arrêt, du coup, ça arrivé qu'une seule fois là que j'ai mes règles pendant mon travail. Okay. Avant, j'étais en congé, donc tranquille. Okay. Quand j'ai enlevé mon stérilet. Mais en fait, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que le matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression, du coup, quand j'ai revu mes règles, après 64 jours sans règles, je me suis réveillée, je me sentais extrêmement mal, je me sentais faible, mais comme jamais, j'avais envie de vomir, j'avais des sueurs chaudes, des sueurs froides. En fait, j'avais l'impression d'avoir un début de grippe, tu vois. Okay. Et j'avais vraiment très envie de vomir, j'avais la nausée, j'avais mal au ventre. Et j'ai commencé à me préparer à partir. Et là, je me suis dit non, je peux pas y aller, je me sens vraiment mal. Vraiment, vraiment, vraiment mal. Et je savais que si j'y allais, j'aurais été dans un inconfort que... En fait, je me sentais même pas de voir des gens. Je me sentais vraiment très, très mal. Autant physiquement que mentalement, du coup. Ouais, mais c'est vraiment la fatigue. Elle me couvrait les yeux. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, t'es là en mode... Ouais. Incroyable. Enfin, incroyable. Non, pas incroyable, c'était nul. C'était nul. Le premier jour de règles. Mais vraiment. Et j'étais avec mon copain et il voyait comment j'étais. Et je lui ai dit, je crois que je vais rester là. Il m'a dit, mais Sarah, t'es prête? Enfin, vas-y et tout. Je lui ai dit, mais non. Dans ma tête, il m'a dit, c'est vrai que... Pose-toi un peu, repose-toi et appelle, tu vois. Ouais, dans ces cas-là, faut s'écouter. Hein. Ouais, et j'ai bien fait. Du coup, j'ai appelé ma manageuse. Je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai fait, bon, écoute, je me sens vraiment pas bien. J'ai la nausée. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais là, je peux pas. Je peux physiquement pas. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te faire un arrêt de travail et on voit, tu vois. Parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Et elle m'a dit, écoute, oui, repose-toi et fais-moi ton arrêt et c'est OK. Donc, très compréhensif. Et au final, j'ai vraiment eu envie de vomir. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de vomir, mais bref. Bah, c'est la douleur aussi hein, qui cause ça. Ah, mais c'était... Puis en plus, ça a monté au fur et à mesure de la journée, parce que c'était mon premier jour. Et voilà. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco, parce que je savais que du coup, quand j'ai vu que j'avais mes règles et que c'était ça, en fait, le problème, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre rendez-vous avec elle. Il y a qu'elle qui peut me faire un arrêt qui serait vraiment acceptable, entre grosses guillemets. Si je vais voir mon médecin parce que j'ai mes règles, mon employeur va me faire... Mais bizarre. Ça c'est un gros problème. Ouais. Et du coup, je l'ai appelée, ma fameuse gynéco. Et elle m'a dit, bon, bah ouais, effectivement, t'as l'air d'avoir un problème. Enfin, tu sais, genre pas très convaincue. Elle fait, oui, bon, bah je vais te faire des tests alors. Voilà. Et t'es là en mode, mais explique-moi ce qui m'arrive, pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai envie de vomir, explique-moi pourquoi je suis fatiguée. Parle-moi. Et en fait, quand tu parles à ton médecin, t'as l'impression d'être juste... un petit truc qui se plaint pour rien, tu vois. Ouais, complètement. Et alors que t'as juste envie qu'on t'explique. Et non, rien à faire, quoi. Et c'est pas un médecin généraliste, c'est une gynéco. Elle est censée être un minimum informée, être un minimum là. Et j'ai l'impression que... Putain, elle est là que vraiment quand je suis au bout du gouffre, quoi. Et elle m'a fait un arrêt, comme j'ai eu le rendez-vous que le lendemain, parce qu'elle était pas dispo, j'ai eu un arrêt que pour ce jour-là, donc j'étais un peu deg. Je suis pas eu mes 2 jours de poser. Ouais, et ça c'est un vrai problème, parce que moi, je sais que j'avais pareil quand j'étais en alternance après mes études. J'avais besoin d'un arrêt régulièrement parce qu'en fait, dès que j'avais mes règles, ça allait pas. Je me sentais pas légitime de dire que ça allait pas, donc j'essayais d'y aller. Je tenais, je me retrouvais à vomir dans les toilettes, à faire comme si de rien n'était. Mais toi aussi, tu vomissais, ok. Ouais, je vomissais, je sueur aussi, et puis j'avais ma douleur à droite plus la fatigue, comme tu as décrit, vraiment la même chose. Et du coup, je demande si je peux rentrer au bout d'un moment parce que je vois bien que ça va pas. Dès que quelqu'un me parle, j'ai envie de pleurer, j'ai trop mal. Donc je demande à partir et en fait le problème quand ça arrive tous les mois, c'est que du coup à chaque fois que je partais du travail, je passais l'après-midi à courir derrière un arrêt de travail au lieu de me reposer. Bah oui. Et puis pour être mieux le lendemain, et du coup peut-être que le lendemain j'aurais pu venir. Mais là j'avais passé la journée à courir derrière l'arrêt de travail à chercher un médecin. Du coup le lendemain j'étais encore plus morte, le corps qui voulait plus coopérer. Et du coup c'était vraiment cette angoisse qui était une angoisse supplémentaire de devoir chercher l'arrêt de travail, trouver le médecin, demander l'autorisation de se mettre en arrêt. Et je pense qu'au-delà des congés menstruels, le fait d'avoir une entreprise qui comprend et qui nous laisse faire des arrêts, mais sans forcément avoir le papier du médecin, parce que sinon on est obligé de courir derrière. Je pense qu'il faudrait vraiment une solution pour ne pas avoir besoin de courir derrière des arrêts tous les mois, quoi. Je sais que moi, pour en avoir discuté avec ma manageuse, elle m'a dit qu'elle était OK de me laisser entêter. Comme ça, je pouvais être dans mon lit et travailler. Et en soi, je sais que j'ai pas un travail qui me demande trop d'énergie. Et que dans ces cas-là,
Je fais pas d'appel ce jour-là. De toute façon, j'étais incapable de le faire. En fait, à la base, je lui avais dit, est-ce que je peux mettre en TT? Je me sens vraiment mal. Elle m'a dit, Sarah, vu dans l'état dans lequel t'es, c'est pas en TT que tu vas te mettre en congé. Enfin, tu vas te mettre en arrêt et tu vas te reposer. Et c'est trop cool parce qu'en vrai, mon équipe a été très, très compréhensive. Même la fondatrice de l'agence dans laquelle je travaille, elle m'a dit, écoute Sarah, je déplace le call que tu avais aujourd'hui, on le fera quand tu seras en forme, parce que là, il est hors de question que tu fasses ça dans cet état-là. Elle m'a dit, tu te reposes et tu nous reviens en forme. Et là, je me suis sentie vraiment excessivement bien. C'est la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, mais j'ai de la chance d'être dans une boîte aussi cool et qui me comprenne et qui soit aussi douce quoi, sur le sujet. Ouais, et puis du coup, t'es apaisée, tu rentres chez toi, tu cours pas derrière l'arrêt de travail, t'es pas entêtée, t'as pas cette pression de devoir quand même finir tes tâches. Et du coup, tu te reposes vraiment. Et en fait, là, le repos, il a fait 10 fois plus d'effet parce que t'as aucune pression. Et puis le lendemain, tu peux repartir bosser ou peut-être s'il te faut 2-3 jours. Mais au moins, tu repars mieux qu'avec la pression. Moi, je sais que pareil, on me disait de travailler en TT. Mais au final, j'étais tellement mal que je passais l'après-midi à travailler. Et je me disais, mais que je sois dans mon lit ou au bureau, là, je souffrirais pareil, en fait. Et puis tu peux pas te dormir. C'est ça, pareil, j'ai dormi toute la journée, du coup. Voilà, c'est la seule chose qui passe quand on arrive à s'endormir, avec les douleurs. Mais si on arrive à dormir, il faut qu'on dorme. Et puis au moins, on se repose. Et la semaine d'après, on revient encore mieux. Plutôt que de nous faire travailler même en TT. Et puis au final, que la semaine d'après, on soit toujours mal, quoi. Non, mais vraiment. Aussi, c'est hyper important dans une boîte qui va pas non plus remettre en question ce que tu leur dis. Quand tu leur dis que t'es mal et qu'ils prennent en compte le fait que tu dises que t'es mal et que tu peux pas y venir, tu vois. Complètement. Au lieu de dire, tu veux faire quoi? Tu veux partir en vacances? Non. Non, Timothée, j'ai mal, tu vois. Puis en plus, quand t'es pas diagnostiqué, c'est encore plus difficile d'expliquer ce que t'as. J'ai mal, j'ai mes règles. Tout le monde a ses règles. Pourquoi toi, tu devrais partir? De ouf. Et puis avec l'endométriose, on a aussi le cas, moi j'avais souvent ça... Oui, moi j'ai une cousine qui a de l'endométriose et elle a pas ce que t'as. Donc presque on me dit mais je te crois pas parce que moi ma copine elle a de l'endométriose, elle a pas le symptôme là. Donc c'est que ton symptôme il est faux. Alors que pas du tout. C'est juste qu'il y a une endométriose par femme et que les symptômes sont différents par rapport à la femme qui est atteinte. Et ça les gens ont du mal à comprendre et dans l'entreprise encore plus. Après on peut pas leur en vouloir tant qu'on n'a pas vécu. On comprend pas. C'est difficile de comprendre une situation qu'on n'a pas vécue, c'est sûr. Clairement. Ouais, il faut s'écouter et puis il faut se sentir légitime de demander une pause, de demander un congé, de se reposer et puis et de pas se mettre en tété même. Surtout que quand moi je me suis rendu compte que j'allais mal, je savais juste pas ce que j'avais pas vu encore que j'avais mes règles. J'ai juste senti une fatigue abusée et je me suis dit je peux pas, envie de vomir, fatigue, je vais me mettre dans le lit et mon copain était trop choupi, il m'a mis la petite couette sur moi, il m'a fait un thé, il m'a dit t'as besoin de quelque chose et tout. On a vu que début d'après en fait que c'était mes règles quoi. Donc en fait, j'aurais même pas pu essayer de trouver d'excuses, c'est juste je sentais que j'allais mal. Et après, je me suis dit, oh, c'est mes règles. Et d'ailleurs, j'étais déçue de savoir que c'était mes règles. Je me suis dit, ils vont pas me prendre au sérieux quand je vais leur dire que c'était juste mes règles, quoi. Mais bon, ils ont été très compréhensifs et je les aime. Mais en France, on est dur sur la santé en général. On tarde à aller chez le médecin, on va chez le médecin que quand ça va vraiment pas. On y va trop tard à chaque fois. On s'intéresse à notre santé que quand il y a le problème qui arrive, mais on n'arrive pas à comprendre que c'est justement écouter son corps, discuter des petits problèmes qu'on a qui va nous permettre justement de les comprendre et d'aller mieux. Mais quand tu te retrouves face à des médecins qui vont juste te donner des Doliprane ou alors pas vraiment t'écouter, enfin vraiment, moi quand j'ai dû appeler ma gynéco, j'avais un peu le seum. J'avais pas envie, enfin je savais que j'allais être déçue et en soi, bon, elle m'a donné mes ordonnances, mais j'ai pas été plus écoutée que ça d'ailleurs. Enfin, c'est dommage. Et les médecins, t'as beau leur dire plein de trucs. Et puis tout est en sillon en fait. Donc tu as les gynécologues, tu as les médecins généralistes et chacun ont leur spécialité. Et en fait, c'est à nous-mêmes de faire le lien entre tous nos médecins. Et si les médecins nous communiquent pas avec nous les informations, on n'arrive pas à faire tous ces liens. Donc maintenant, il y a de plus en plus de médecins généralistes spécialisés en endométriose ou SOPK, ce genre de choses. Et eux, du coup, font ce lien. Mais bon, c'est hyper difficile d'avoir une place. Si jamais tu as des patients. Si jamais tu as des contacts de médecins spécialisés du SOPK, je suis chaud. Ouais, avec plaisir. Les associations de lutte contre les maladies chroniques, moi je connais plus Endo-France, ce genre d'association plus centrée sur l'endométriose, mais il y a beaucoup ils donnent beaucoup d'informations, beaucoup de contacts de centres spécialisés, de médecins spécialisés qui sont recommandés. Mais en soi, le mieux franchement, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà été et qui a un retour d'expérience sur un médecin en particulier. Ouais. Et du coup, tu as été récemment diagnostiquée d'un SOPK. Je suis en train d'être diagnostiquée, d'accord. Ouais. Donc, et du coup, les symptômes, est-ce que les médecins t'ont un peu partagé les symptômes que tu pouvais ressentir ou peut-être ChatGPT du coup, les médecins ne m'ont rien dit. En fait, ce qui était un peu bizarre avec ma gynéco, c'est qu'elle m'a juste posé des questions
sans me dire ce qu'elle est en train de chercher. Et quand j'ai su ce qu'elle cherchait, je me suis dit, vous cherchez le SOPK là. Peut-être. Mais c'est marrant parce qu'elle voulait rien dire. Mais non, mais du coup, on est plutôt sur le SOPK. T'as tendance à avoir des poils sur des zones un peu bizarres, entre grosses guillemets. Donc, ça va être sur le menton, ça va être la moustache, ça va être autour des tétons, ça va être le bas du ventre aussi. Et ça va être des poils très, très foncés. Tu vas avoir une perte et une prise de poids assez aberrante. C'est-à-dire que tu peux perdre et prendre du poids très facilement. D'accord. Et tu vas avoir... la fatigue. Ouais, beaucoup de fatigue. Des problèmes digestifs aussi. Ok. Et ça, c'est un truc duquel je souffre énormément parce que je suis intolérante au lactose aussi. Okay. Et en fait, il y a des fois où je comprenais pas pourquoi j'avais du mal à digérer. Ben voilà, la raison depuis le début. Et c'est trop bête, mais c'est tellement genre un problème qui était le noyau de tous les autres problèmes. Et si on m'avait expliqué que c'était ça depuis le début, j'aurais compris. Enfin, c'est dingue. Et le fait de ne pas être diagnostiqué, qu'on ne te pose pas plus de questions que ça ou qu'on ne t'explique pas juste ce que c'est super relou. Surtout quand tu as une enfant. Oui, si, j'étais une enfant à 15 ans qui se retrouve à pas avoir ses règles pendant 5 mois. Viens, tu te questionnes un petit peu plus, tu vois, parce que tu sais... Enfin, je sais pas. Je trouve ça trop dommage que le médecin te peut... À partir du moment où tu n'as pas tes règles tout le temps, te demande pas est-ce que tu as ce type de symptômes-là parce qu'on va pas avoir tendance non plus à faire les liens entre chaque truc. Puis quelles sont tes habitudes alimentaires? Parce que l'alimentation, ça joue énormément. Ouais. Et en fait, on peut être intolérant au lactose et continuer d'en boire sans jamais se rendre compte que en fait, ça vient de ça. Je sais que moi, depuis que j'ai appris tout ça et que j'ai changé mon alimentation, je vois par exemple mes parents qui se plaignent d'acidité à l'estomac, ce genre de choses. Et en fait, je pense qu'on est intolérant aux mêmes choses. Et c'est juste qu'ils n'ont jamais compris. Donc, ils continuent de manger ces mêmes choses. Et ils ont l'habitude d'avoir cette acidité, par exemple. Et donc, ils ont l'habitude de prendre un médicament leur médicament favori qui permet d'enlever cette acidité. Et au lieu de chercher la cause de cette acidité, ils vont chercher le médicament parfait pour... Mais c'est marrant, parce que fou. Ça m'a un peu fait la même chose avant même de me rendre compte que j'étais intolérante au lactose. C'était juste que je voyais que quand je mangeais le matin, j'avais mal au ventre. Donc moi, ma conclusion, c'est je ne peux pas manger le matin. Au lieu de me dire, est-ce qu'il y a un aliment qui va me rendre malade? Pas du tout. Et c'en est un avec mon premier copain qui, lui, mangeait le matin, que je me suis remise à manger le matin. Et il avait repéré aussi que j'avais mal au ventre des fois. Du coup, il disait juste, pourquoi là, t'as mal au ventre excessivement le matin? Bon, on va chercher des trucs. Et une fois, on a dû prendre un truc sans lactose. Et il m'a pas entendu me plaindre. Il m'a fait, t'as fait le lien. Sarah, pourquoi tu t'es pas plaint ce matin? Je fais, je sais pas, regarde. Je sais plus comment c'était vu, mais juste on s'est rendu compte que ce matin-là, j'avais pas eu mal au ventre. On a regardé un peu ce que j'ai mangé. J'avais pas mangé de lait. Donc on s'est dit, bizarre, on va tenter un peu pendant plusieurs jours de voir si ça me rend malade ou pas. On s'est rendu compte comme ça. Mais j'avais 18 ans quand je me suis rendu compte que j'avais mal au ventre. Et quand j'ai dit à ma mère que j'étais intolérante au lactose, elle me fait, mais non. Je si. Tu le savais pas, mais hey, peut-être que toi aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était aussi d'être intolérant au lactose. Que c'est pas juste tu es malade, tu vas mourir. C'est tu as mal au ventre, t'as des ballonnements, t'as le ventre qui gonfle, t'as besoin d'aller aux toilettes après assez rapidement. Et j'ai des potes qui juste te disaient juste un peu la même chose que moi, je peux pas manger le matin, point. Ouais, parce qu'on normalise ces douleurs-là, on normalise le fait de ne pas manger le matin. En plus, pour les femmes, ne pas manger le matin, c'est mauvais pour la fertilité. Super. C'est hyper important de manger salé en plus. Le matin, du coup, pour soutenir la fertilité. Je mange 2 œufs tous les matins maintenant. Je suis devenue une go-muscu entre-temps. C'est top. Moi, j'aimerais trop, mais je ne digère pas les œufs. Voilà. Parce que du coup, dans l'alimentation anti-inflammatoire, il y a aussi ce qu'on digère et ce qu'on ne digère pas. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont anti-inflammatoires qu'on va pas digérer. Tu penses que je dois arrêter de manger des œufs, là? Non, du tout. Me dis pas ça, pitié. J'adore les œufs. Si toi, tu les digères et que c'est OK, c'est trop bien. Mais je crois, parfait. Si je regarde. moi, ça me plie en deux. Moi, j'en mange un, je passe l'après-midi couchée. Ah, mais c'est ouf. Là, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir mal au ventre. Le seul truc que je mange le matin, là, en ce moment, parce que j'ai pas le temps, c'est pas bien, c'est du café avec du lait d'avoine. Et plus ça va, plus j'ai mal au ventre. Là, plus ça va, plus tous les matins, je supporte pas. Le café, c'est inflammatoire. Ah, ok, super. Et j'ai mal à la tête quand je bois mon café, c'est normal ou pas? Je sais pas, mais... Puisque vous êtes beaucoup plus informés que moi, ça. Le café, c'est inflammatoire. Donc tout ce qui est inflammatoire, forcément, ça va créer de l'inflammation dans ton corps. Mais quand j'en bois 2 dans la journée, je sais que j'aurai mal à la tête. Moi, en plus, souvent, on me dit que si t'as mal à la tête, bois du café. Bah oui, on m'a dit ça plusieurs fois. On me dit, mais non, normalement, c'est censé t'enlever tout mal de tête. Je dis, alors là, mon gars, ça me les provoque. Vraiment, c'est... Non, après, moi, ça fait quelques mois que j'ai complètement arrêté le café. Je suis passée soit à la ricorée, soit au café avec aux champignons adaptogènes. Ah, j'en ai parlé. Et je suis passée au lait sans lactose.
Et franchement, au début, j'aimais pas du tout. J'avais du mal parce que j'avais l'habitude du café noir, voilà. Et en fait, je me suis habituée et maintenant, je pourrais plus repasser au café normal. Quand je me retrouve dans un bar ou quoi et que je prends un café, j'ai du mal à le boire si c'est pas justement cet autre café. C'est pareil pour les gens qui ont arrêté le sucre. Quand ils remangent un truc avec du sucre, ils se rendent ah mais quelle horreur. Ouais. J'aimerais être ce genre de personne, mais j'adore le sucre. Ouais, moi aussi. C'est terrible, je peux et pas. Le sucre c'est l'enfer aussi, c'est inflammatoire aussi. Tout ce qu'on aime c'est inflammatoire. Après faut pas se priver. Je suis plutôt bouche salée que sucrée, mais le problème c'est que des fois tu étais là dans ta journée, t'es en mode je veux mon sucre. Moi, c'est le soir. Pareil. Un appel de sucre le soir. Énorme. Je veux manger du sucre. Je suis capable de manger tout et n'importe quoi de sucré. Hein. Moi aussi. Du coup, j'achète pas parce que... Pareil. Mais j'ai mon copain qui adore les bonbons, donc si je l'emmène en course avec moi, c'est fini. On a les mêmes vies finalement. Moi, c'est pas les bonbons qui m'aiment, c'est les qui m'aiment. C'est ils m'aiment. Et c'est c'est plutôt les... Putain, comment ça s'appelle ? Bah, je sais plus, c'est au chocolat. Le chocolat. Enfin. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une marque dont j'ai oublié le nom. Elle fait des plaquettes de chocolat qui apportent des bienfaits en fonction de... Par exemple, si on a nos règles, le chocolat va apporter plus de fer. Et ils sont super bons, les chocolats. Donc, c'est une petite alternative pour manger du sucre, mais du bon sucre. Cette femme nous connaît, quoi. J'ai besoin de la marque de ça, c'est trop bien. Je te la donnerai après. Avec plaisir. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu des tabous autour des règles. Et si toi, t'aimes bien, justement, casser ces tabous, si tu les comprends, ou si comment tu les brises, en fait, dans ton quotidien, dans tes discussions quotidiennes. Bah, déjà, je me suis pas mal exprimée sur mes réseaux sociaux sur ça. Okay. J'ai fait des pages entières pour expliquer aux gens ce qui m'arrivait, comment étaient mes règles et tout, parce que ça me semblait hyper important, en fait, de le faire. Quand moi, j'ai compris ce qui m'arrivait, je me suis dit, bon, bah, faut que j'en parle. Et j'ai beaucoup aussi parlé de mes protections, de ce que j'ai utilisé, parce que beaucoup de gens aussi me demandaient, bah, je sais que tu as un stérilet hormonal, est-ce que ça se passe bien ? Parce que j'ai que des mauvais témoignages. Il faut savoir que moi, mon stérilet hormonal, je l'ai extrêmement bien vécu. J'ai adoré. Le seul problème, c'est que des fois, mes partenaires le sentaient. Bon. Ok. J'ai déjà entendu ça. Oups. Mais moi, au quotidien, c'était trop bien. Je me posais pas plus de questions que ça. J'avais pas mes règles du tout. Quel bonheur. Mais bon, après, t'aimes bien aussi te connaître. Après, ça va un peu... C'est ça. Mais c'est un mal pour un bien. Et non, j'ai aucun problème avec ça. Bon, du coup, j'ai pas eu vraiment de relation avec des mecs en ayant mes règles. C'est-à-dire que mon premier copain, j'avais ce truc de bon, j'ai mes règles, mais bon, ça s'est vite arrêté avec la pilule. Et du coup, bon, si, vous êtes sous la douche. Ouais. C'était... mais voilà, et avec mes 2 autres partenaires après, bon, bah, pas de règles, du coup, on se posait pas plus de questions que ça. Là, je suis avec quelqu'un qui s'est retrouvé face à mes règles et en fait, comme j'avais jamais trop géré ce genre de situation de qu'est-ce qu'on fait quand on a nos règles, est-ce qu'on peut quand même le faire ou pas, est-ce que ça te dérange ? Et en fait, quand il a vu que j'avais mes règles, il a été d'une gentillesse. Ça va, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une bouillotte et tout ? Limite, il savait vraiment mieux que moi comment je devais appréhender mes règles, quoi, parce qu'il a eu des copines qui avaient leurs règles. Il a été trop choupi, il m'a fait de la tisane, il m'a mis un peu de miel. Il était trop bien. Trop doux, il m'a dit tu te reposes, tu te mets là, et je tourne. Mais du coup, pour ce qui a été après des relations avec lui, on n'a pas... Puis en plus, en général, c'est dingue parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on a le plus de libido. Mais oui. C'est trop contradictoire au final. Mais de ouf. Et non, du coup, sur les 3 premiers jours, il s'est rien passé. Et en vrai, sur le 4e jour, bon, bah quand même. Et non, mais c'était très mignon. C'était très doux. Et j'ai de la chance d'avoir un partenaire. Un soir, j'ai trop de chance. Tant mon travail, que mon copain, que mes amis, tout le monde est hyper compréhensif. Et lui, pour le coup, un bonheur, quoi. Vraiment, c'était... Il me dit aucun tabou et tout. Même maman, j'ai mis du sang, mais sans faire exprès, en sortant de la douche, sur une serviette. Tu vois, il m'a dit, mais je m'en veux la mort. Je me suis dit, il m'a dit, mais Sarah, ça va, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. La serviette, elle m'a coûté 10 €, tu vois, ça y est. Et c'est trop doux. C'est trop doux. D'où l'importance de briser les tabous. Mais oui. Que les gens comprennent qu'il n'y a rien de dramatique et qu'au final, il vaut mieux qu'on se sente bien plutôt qu'on s'efforce à être angoissé parce qu'on a nos règles et qu'on doit le cacher. Mais oui. Combien de fois, moi, je me suis retrouvée avec des amis où, en fait, j'ai mes règles et j'ose pas le dire. Mais en fait, le dire pourrait faire en sorte qu'ils comprennent mieux mon état d'esprit et pourquoi je suis un peu plus fatiguée que d'habitude. Mais juste parce qu'il y avait quelques garçons dans le groupe d'amis, bah, du coup, on n'ose pas les choquer parce qu'on sait que ça va les choquer. Du coup, on se tait et en fait... mais c'est dommage. Parce que tu vois, genre les garçons éduqués, typiquement là, mon copain, mais qu'est-ce que c'est un amour en fait. Et du coup, il est beaucoup plus présent, il va beaucoup plus se mettre à ma place. Et je pense que la plupart des mecs sont comme ça aussi, tu vois. Ouais. Même mon meilleur ami, il est comme ça. Comme il a eu des copines ou des amis qui ont ça et qui lui en ont parlé, bah, en fait, lui, il est juste éduqué, il va savoir un peu ce qu'il doit faire. Typiquement, là, avoir une bouillotte chez lui,
c'est déjà acté. Au cas où il a une copine qui vient et qui a mal au ventre, et il y aura une bouillotte, tu vois. Et je trouve ça trop bien. C'est c'est trop bien d'en parler, et d'en parler avec les garçons, et d'en parler avec les femmes, avec les filles. Faut en parler à un maximum de monde parce que ça touche tout le monde. À un moment ou un autre, tu vas être touché, ou que ce soit une amie, que ce soit toi, que ce soit ta mère, tout le monde. Tu vas être toujours face à quelqu'un comme ça. C'est clair. Et puis le fait de briser les tabous en fait sur les règles, et aussi la contraception, les effets secondaires qu'on a à cause des pilules, je pense que ça peut aussi leur ouvrir l'esprit sur les autres méthodes de contraception qui existent, qui concernent les hommes. Je discutais de ça avec un homme la dernière fois, et j'étais étonnée de tout ce qu'il savait sur la contraception masculine et de l'intérêt qu'il avait. Alors je connais pas assez sa vie pour savoir pourquoi, mais si seulement tous les hommes s'y intéressaient à ce point et essayaient, parce qu'au final il existe des pilules pour hommes. Et c'est sorti, ça? C'est sorti. Je pensais que non. Et il n'y a pas eu tant de communication sur ça. Non, parce qu'en fait, je suis pas sûre qu'ils les aient laissés sur le marché. Oui, c'est ça, il y a des effets secondaires. Mais c'est les mêmes. Les pauvres. Après, il y a aussi le slip avec anneau. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Qui les tient au chaud, là? Ouais, exactement. Bon, ça, c'est un peu plus complexe, du coup, parce que je crois qu'il faut le porter plusieurs heures dans la journée et tout ça. Donc j'avoue, c'est pas une solution hyper pratique, mais il y a quand même des solutions. C'est très fiable aussi. Apparemment, c'est très fiable. Ok. Mais des fois, on se dit, vaut mieux prendre ce genre de risque que de prendre le risque d'avoir une pilule. La pilule est quand même classée cancérigène. C'est quand même dingue qu'on nous fasse prendre ça dès le plus jeune âge. Tu me dis, t'as eu tes règles en CM2, on t'a tout de suite mis sous... Ah bah oui. C'est dingue. Enfin, on a attendu quand même 3 ans, et au lieu de juste me poser plus de questions sur, est-ce que t'as tel ou tel symptôme en plus, on m'a juste dit, pilule. De toute façon, tu vas bientôt commencer ta vie sexuelle, donc c'est parfait. Allez, c'est fou. C'est horrible. Avant même de t'expliquer quoi que ce soit. Mais non, avant de t'expliquer quoi que ce soit, ou de dire ce qui peut exister, et te poser des questions, parce qu'en plus, à cet âge-là, tu vas pas avoir l'intelligence de te dire, peut-être que si je lui dis que ça, et surtout devant ta mère, dire, j'ai des poils bizarres qui sont sur mes seins. Tu vas pas dire ça devant ta mère, ce genre de rendez-vous, tu les fais avec ta maman et tout. Moi, je me sentais pas du tout à l'aise de parler de ça avec ma maman. Donc, et c'est le médecin aussi qui devrait savoir qu'à cet âge-là, on n'est pas forcément à l'aise devant ses parents, donc de demander un moment seul pour discuter, c'est clair. Et le fait de briser les tabous, en fait, par rapport à tout ça, ça peut que aider à ce que les langues se délient, que les gens parlent et qu'on trouve de plus en plus de solutions. Moi, j'adore parler de règles aux personnes qui s'y attendent pas du tout. Et encore il y a quelques jours, on faisait un marché pour la marque, et j'avais des personnes un peu plus âgées qui étaient intéressées. Et tout d'un coup, quand je leur dis que moi j'ai un flux abondant et que la protection marche bien, on me regarde avec des gros yeux. Pourquoi elle me parle de son flux? Mais j'adore en fait, parce que je leur montre, de nos jours, on peut parler de nos flux. Mais oui. Il n'y a pas de souci de parler de ça. Il est comment ton flux, toi, au premier jour? Très abondant. Ah, moi aussi. Catastrophe. Mais est-ce que toi, ça fait... Enfin, c'est marrant parce que j'ai vu plein de petits schémas de règles. Comment ça fait, toi, genre, sur les jours? Moi, franchement, c'est hyper abondant pendant les 2 premiers jours, et après, presque plus rien. Et en fait, depuis que j'ai été mise sous ménopause artificielle et que je saignais un peu tous les jours pendant 1 an et demi, et en fait, depuis ça, encore à l'heure actuelle, ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté la ménopause artificielle, mais j'ai toujours des saignements, des spottings avant et après mes règles. Donc en fait, mes règles, au lieu de durer 6 jours, elles en durent 10, parce que j'ai les spottings avant et après. T'as l'annonce, c'est le départ. C'est l'annonce, je sais que quand ça arrive, ça va durer 3 jours. Et après, j'ai 2 jours de règles hyper abondantes, et après, on repart sur des spottings. On te prévient. C'est ça. Puis en plus, normalement, ça vient que 3 jours avant mes règles, 3 jours après. Mais là, typiquement, je suis à 2 jours de l'ovulation et ça m'est arrivé hier. Aucune explication. Normalement, les pertes brunes, par exemple, c'est clairement les spottings sont toujours bruns. Et les pertes brunes, ça serait du sang oxydé. Donc ça viendrait surtout avant ou après les règles. Et ça, c'est les explications qu'on trouve naturellement quand on cherche sur Internet. Mais du coup, quand ça t'arrive la veille de l'ovulation, on comprend pas. On n'a pas la réponse. Tu sais pas pourquoi... Non, après, moi, j'ai du coup de l'endométriose, de l'adénomiose et un syndrome de congestion pelvienne. Du coup, les 3 expliqueraient aussi des saignements imprévisibles. Sauf que tout est dans le flou avec ces maladies. Il n'y a ni traitement véritable, ni solution. On ne sait encore même pas d'où ça vient réellement. Donc, pour l'instant, on navigue entre tout ça, quoi. Et du coup, si tu pouvais donner un conseil à la version plus jeune de toi, ça serait quoi? Oh, c'est dur. Écoute pas maman. Non, peut-être oser plus en parler et oser dire que tu as des poils bizarres qui poussent. Typiquement, c'est trop bête, mais je pense que si j'en avais parlé plus tôt, notamment à mon médecin, peut-être, elle aurait compris.
et ne pas avoir peur même d'en parler à mes copines, tu vois. T'avais un peu peur du jugement aussi des copines qui, elles, n'ont pas du tout ce genre de problème, qui ont évidemment des règles trop cool, qui durent 3 jours, alors que toi, t'es là avec 5 jours d'abondance. Je ne suis pas normale, c'est un peu la honte parce que elle, c'est cool. Et non, je pense, non, globalement, parle-en, meuf. Parle. Et tu vas peut-être avoir des réponses ou pas, mais au moins, dans tous les cas, ça fait un peu avancer les choses, je pense. Et toi, ce serait quoi ton conseil ? Ça serait de prendre la santé un peu plus au sérieux. Ouais. J'ai pas eu de règles douloureuses dès le début. Moi, l'endométriose est venue très tard, enfin beaucoup plus tard. Mes premières règles se sont très bien passées. J'étais justement ce genre de personne à avoir 3 jours de règles, pas trop de douleur et que tout était ok. Et j'aurais bien aimé connaître plus de choses. Tout ce que je sais maintenant, j'aurais bien aimé me renseigner avant que je fasse les petites erreurs qui ont peut-être conduit au développement de la maladie à l'heure actuelle. Et surtout les protections, je me dirais, n'essaye pas de mettre un tampon si te fait mal. Oh, vraiment. Il y a d'autres solutions. C'est trop bien, vraiment, ta marque, c'est super. Je suis trop contente que ça existe du coup, parce que la mini-moi aurait adoré avoir ça. Vraiment, quand on m'a parlé de ton projet, je me suis dit, mais oui, c'est besoin. Mais ça me fait penser, le regard qu'on avait sur nos protections menstruelles au moment où on a eu nos premières règles, je pense qu'il a beaucoup changé et que les filles de 13-14 ans de nos jours n'ont pas du tout le même regard que nous on avait avant. Je sais que par exemple, moi quand j'étais au lycée, ce qui était à la mode, c'était les tampons. C'est-à-dire que mettre une serviette, c'était sale. Il fallait mettre un tampon. Donc moi, je sais que j'en mettais pas beaucoup parce que ça me faisait... c'était déjà pas confortable à ce moment-là. Mais par contre, je disais toujours que je mettais que des tampons. Moi, j'en mettais des tampons pareil pour la même raison. Mais du coup, j'en mettais pour de vrai. Trop intéressant. Mais je mettais tampons et serviette parce que mon fluide était abondant. Ok. Donc t'avais aussi cette pression de dire la serviette c'est sale, faut que j'arrive à mettre des tampons. En vrai de vrai, je sais pas quel type de serviette me prenait ma mère, mais elle sentait fort, tu vois. Et je détestais ça. Puis t'as cette sensation de te sentir sale quand t'as tes règles et tout. Ouais, puis avec si c'est en été ou quoi, la chaleur avec les serviettes jetables, c'est l'enfer. Mais après, ça va, des fois je les avais pas pendant 5 mois, donc ouais. Ça allait finalement. Plutôt cool, du coup. Mais c'est fou parce que je discutais la dernière fois avec un papa d'une jeune fille de 13 ans. Et il m'expliquait que sa fille, quand elle a eu ses premières règles, elle lui a tout de suite dit tu m'achètes pas de serviettes jetables ni de tampons, c'est des couches, moi je veux pas de couches, moi je veux une culotte menstruelle. Et son père, étonné, lui a dit mais tu vas la laver, tu vas vraiment faire ça à chaque fois, pourquoi tu veux t'embêter avec ça, pourquoi tu prends pas les serviettes jetables comme tout le monde. Elle a dit mais non, je veux pas d'une couche, moi je veux les serviettes, les culottes menstruelles, toutes mes copines ont des culottes menstruelles, moi aussi je veux une culotte menstruelle. Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est parce qu'elle sait les substances nocives qu'il y a dans les serviettes jetables et les tampons ou c'est vraiment juste parce que c'est à la mode ? Il m'a dit, non, sa santé, elle s'en fiche, c'est surtout parce que la culotte menstruelle est à la mode. Bah, c'est super. Trop intéressant. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais par contre, du coup, il faut éduquer les jeunes filles sur le fait que la culotte menstruelle ne se garde pas toute la journée. Il y a beaucoup de marques qui disent, vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures. Donc les femmes la laissent toute la journée. En fait, ils le disent pour montrer qu'il n'y a pas de problème d'en mettre une le matin, de ne pas pouvoir la changer au bureau. Mais en fait, c'est faux parce que la 12 heures, c'est trop long et c'est mauvais, ça peut créer des infections. En vrai, il faut changer une protection menstruelle tous les 4 heures, 4 à 6 heures maximum. Du coup, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des règles abondantes, qui mettent une culotte menstruelle le matin, qui se retrouvent avec beaucoup trop de sang dans la culotte à partir de midi. Et du coup, elles ont des fuites parce que forcément, la culotte aurait dû être changée déjà il y a 3-4 heures. Et avec le marketing que font les marques de culottes menstruelles actuellement, du coup, ça trompe un peu les esprits. C'est ouf, ça, c'est intéressant à savoir. Je n'étais pas au courant. Moi, je sais que pour les serviettes lavables, du coup, Zenia, je dis toujours aux gens de les changer toutes les 4 heures. Je pourrais leur dire pareil, 12 heures. Mais parce qu'elle tient 12 heures, même avec un flux abondant, on pourrait la garder 12 heures tellement l'absorption est efficace. Mais ça serait les trahir, en fait, leur dire qu'ils peuvent les garder 12 heures, en acheter moins, donc ça coûte moins cher. Ouais. Mais par contre, du coup, tu tapes des mycoses, des infections. Ouais, c'est la santé qui est mise en danger, en fait, dans ces cas-là, donc ça craint. Et c'est pas... non, je vais pas dire que c'est un peu au même niveau que les tampons, parce que non. Mais on reste dans le mensonge pour l'économie, quoi, pour vendre plus. Et c'est horrible. Je trouve ça terrible. Et du coup, si tu pouvais changer une chose dans la manière dont la société perçoit le corps des femmes, ce serait quoi ? Arrêter de sexualiser tout le temps. C'est un truc qui est fatigant. Et c'est trop triste. Là, par exemple, hier, je voyais ma petite cousine qui voulait juste être comme son cousin, torse nu, et se balader au bord de la piscine. Et elle s'est fait crier dessus parce que ses seins, c'est son secret, tu vois. Et elle a quel âge ? Elle a 6 ans.
Et elle comprend pas, du coup, elle est là en mode moi aussi, je veux pouvoir bronzer, je veux pouvoir enlever mon t-shirt parce que j'ai chaud, j'ai pas envie de devoir faire ce truc-là avec mon t-shirt. Et quand t'expliques ça à une petite fille, que potentiellement dans le futur, si elle fait ça et qu'elle a des seins qui vont pousser, elle va se faire agresser, tu vois. C'est trop dur d'apprendre ça à 6 ans. Ouais, du coup, on dit juste, bah ouais, mais toi, t'es une fille, c'est ton secret. Et la pauvre, elle est en mode, Et c'est une crise, tu vois. C'est hyper triste. Ça m'a beaucoup attristé, cette... Ouais, je comprends. Non, une petite cousine comme ça. Et toi, ça serait quoi ? Eh ben, pareil, ça serait vraiment la sexualisation et surtout le fait d'éduquer les femmes à leur santé. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, que ce soit sur les médicaments, sur notre alimentation, même les médicaments qui existent sur le marché, la plupart sont surtout conçus pour les hommes et en fait, pour les femmes, c'est une dose de cheval, en fait. Donc, c'est pas normal. Donc, je dirais les éduquer à leur santé, sensibiliser et arrêter de les sexualiser, surtout. Oui. Quelle est la chose la plus drôle ou bizarre que tu aies entendue ou vécue en parlant de tes règles ? Je pense que l'anecdote de mes premières règles, ça restera toujours la meilleure. Moi qui pense que je me suis fait caca dessus alors que c'est mes règles, quoi. Vraiment, quand je raconte ça et que je me remets moi-même en contexte, je me dis, mais putain, mais Sarah, tu sais très bien que tu t'étais pas fait caca dessus, c'est juste... Mais t'aurais pas pu savoir que le sang pouvait être marron. Ouais, j'en avais aucune idée, ça. Vraiment, mais... Effectivement, on ne dit pas ça. Je pense pas que tu sois la première. Hein. Franchement, j'ai pas de souvenir de ce que je me suis dit, moi. Parce que j'ai l'impression que mes premières règles étaient très rouges, mais en vrai, si ça m'était arrivé, je pense que je me serais fait la même réflexion. Ah, mais le fou rire. Voilà. Quand tu y repenses, tu te dis, mais j'ai caché ça à ma mère, alors qu'en fait, c'était... Il y a une culotte pleine de sang, pas loin. J'avais envie de la brûler, j'avais trop honte. Putain, c'est fou. Trop con, tu te fais pipe, tu te fais ça en CM2, tu t'oublies, c'est fou. Non, je pense que c'est l'anecdote la plus marrante parce qu'après, j'ai plus trop eu mes règles, donc peut-être, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Je veux dire, quand j'ai eu mon staglet, j'ai fait un malaise, mais quand on me l'a posé, j'étais pas bien. J'ai pendant une semaine en PLS. Mais c'est pas marrant, ça. C'est pas drôle. Mais après, tranquille pendant 5 ans, finalement. Bah moi, j'ai essayé de mettre un stérilet hormonal à un moment donné quand j'étais dans mon essai de... Non, c'était même avant que je sois diagnostiquée d'endométriose. Et j'avais voulu le mettre pour stopper mes règles aussi. J'étais pas du tout sensibilisée à ces sujets à ce moment-là. Et j'étais avec une sage-femme aussi. Et elle a essayé de me le mettre 3 fois. Elle n'a jamais réussi. Pourquoi ? Je sais pas. T'avais mal ? J'avais très mal. Et elle n'a jamais réussi. Mais à ce moment-là, j'étais pas diagnostiquée. Donc je soupçonne que c'était à cause de mon adénomiose que la douleur était trop intense. Et que je pense que j'étais du coup trop contractée. Enfin, elle n'a pas réussi. Elle a dit c'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, le spéculum, quoi, aussi. Hein. Ouais. C'est clair. Le spéculum, l'appareil de l'enfer. Ça fait mal. C'est clair. Mais au final, c'était un mal pour un bien parce que au moins, j'ai jamais mis stérilet au final. Donc, Mais en vrai, c'est pas si mal. Hein. Pour le coup, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai pas envie de dire que c'est nul parce que ça m'a beaucoup... Je l'ai vraiment pas mal vécu, mon stérilet. Franchement, à part les mycoses que j'ai eu au bout de 3 ans. En fait, au bout de 3 ans, je pense que mon stérilet, j'aurais dû l'enlever parce que ça m'a causé plein de problèmes. Mais sinon, ça allait. Hein. Franchement, j'étais très contente de mon stérilet. Ouais, tant que tu trouves ce qui te convient, en vrai, c'est le principal. Hein. Là, du coup, je sais pas ce que je vais faire encore. Ouais, faut tester. Je te tiendrai au courant. Avec le SOPK et le fait que tu aies eu un stérilet pendant longtemps, en vrai, je pense que c'est hyper important que tu retrouves un équilibre hormonal et que tu arrives à... Parce que ça chamboule quand même tout, hein, même si c'est assez bien fait et tout. Bah moi, ma gynéco m'a dit, si t'as un SOPK, on te remettra un stérilet. Ok. On te remettra des hormones parce que du coup, ça te régulera. C'est ça, avec l'endométriose, c'est ce qu'ils font aussi. Ils prescrivent des pilules qui coupent les règles. Mais du coup, là, on pense que aux problèmes gynécologiques. Du coup, alors que l'endométriose, c'est une maladie systémique. Ça impacte tous les systèmes du corps. Et comme tu disais avec le SOPK, tu as des problèmes digestifs aussi. Et du coup, le fait de couper tes règles va pas régler les problèmes digestifs. Ouais, clairement. Donc, hyper important de comprendre ces variations hormonales. Il y a tellement de trucs à savoir. On aurait besoin d'une formation, quoi. Complètement. On devrait apprendre à l'école, en vrai. C'est quoi comment ça se passe nos premières règles, qu'est-ce que sont les variations hormonales et l'alimentation. Rien que l'alimentation, pour moi, on devrait en parler dès l'école. Apprendre les légumes là, ils ont tel nutriment, ça apporte telle chose au corps, ça vient soutenir telle chose. Il y a plein de choses qu'on a l'habitude de cuisiner parce que nos parents les cuisinaient, parce que c'est culturel, alors qu'en fait, c'est des choses qui sont inflammatoires et on n'a pas envie de perdre l'habitude de les manger, alors que en fait, si on arrête de les manger, on vit tellement mieux. Comme quoi, par exemple, toi ? Qu'est-ce qui t'a... Moi, je viens d'une famille italienne. Donc, on mange beaucoup de charcuterie et beaucoup de pâtes. Et quand j'ai commencé à parler à mes parents de pâtes sans gluten, ils m'ont regardé avec des gros yeux parce que c'est des Italiens. Donc, on mange pas de pâtes sans gluten, c'est du carton. Et
Et au final, il y a certaines pâtes sans gluten qui sont très bonnes. Il y en a d'autres qui sont... Voilà, c'est vrai que c'est un peu un goût de carton. Mais il y en a qui sont très bonnes. Et puis, il y a autre chose que des pâtes. Dans les féculents, en France, on tourne beaucoup autour des pâtes, des pommes de terre, des frites. Mais il y a plein d'autres choses. Même les lentilles, tout ça qu'on cuisine beaucoup moins. Et en tout cas, je sais que dans ma famille, on cuisinait beaucoup moins ça. Donc, je découvre en fait des nouveaux aliments que je connaissais pas du tout. Mais c'est dur. L'alimentation, c'est super dur parce qu'on a tellement l'habitude. La charcuterie, la mozza. Je sais que chez nous, c'est apéro avec plateau de charcuterie presque tous les jours, quoi. J'adore la charcuterie. Ouais. Et puis la culture du vin aussi. De boire du vin souvent. Moi, je sais que je buvais un verre de vin avec mes parents régulièrement, plusieurs fois par semaine. Le week-end, après, j'allais boire des coups avec mes copines, je buvais un verre de vin. Et en fait, je me rendais même pas compte de l'impact que ça avait sur mon inflammation. Là, ça fait peut-être 2 ans que j'ai complètement arrêté de boire de l'alcool. Et je le vis tellement bien. Bah oui. Et maintenant, on me donne un verre, j'arrive même pas à le finir. J'arrive même pas. Même si j'essaye ou que j'arrive même plus à l'apprécier, de savoir qu'il va être mauvais pour ma santé, ça me donne plus envie de le boire. Et surtout que l'alcool, c'est vraiment un autre sujet encore qui me passionne, desquels je peux parler pendant des heures, mais il n'y a clairement rien de bon. Ouais. C'est du poison que tu donnes à ton corps et tu fais bonne chose pour l'éliminer maintenant. Bisous. Et ça n'a rien de bon, quoi. Ouais, clairement. C'est inflammatoire, ça joue sur la fertilité. Mais on a beaucoup cette culture de « Ah, tu bois pas d'alcool, tu fais pas la fête. » Tu es boring. Alors que... Pas du tout. Je suis la plus relou en soirée. Et j'ai remarqué que mes cousines aussi. Vraiment, c'est très familial. T'as pas besoin d'alcool pour être fun ou pour te sentir bien. Au contraire, finalement. Parce que quand t'arrives à passer une soirée sans alcool et à t'éclater, t'es tellement content. Et puis le lendemain, tu te réveilles, t'es bien. Ouais. T'as pas mal à la tête, t'as pas envie de vomir. T'es juste heureux d'avoir passé une bonne soirée. Puis tu passes à une nouvelle journée, quoi. Puis quand tu t'en souviens et tu t'as pas peur des vidéos de toi le lendemain et tu te dis pas, putain, j'ai dit ça à un tel... Des fois, c'est aussi une excuse pour pouvoir dire des choses que t'oses pas dire et tout. Ok, viens, fais semblant, bois pas pour de vrai, je sais pas, fais un truc. Mais pas besoin de te mettre dans des états aussi cata, tu vois. Puis en France, on commence à boire hyper tôt. Avec, je vois, en vrai, aux États-Unis, ils commencent à boire à 21 ans. Il n'y a pas cette culture des terrasses où on sort boire un coup après l'école. Ouais. Donc, ils commencent à avoir le permis avant. Donc, en fait, ils prennent des responsabilités un peu avant. Et donc, à 21 ans, ils sont déjà plus aptes à se dire « Bon, j'ai peut-être pas besoin de l'alcool pour me rendre intéressant en soirée, pour me sentir à l'aise. » Ils ont eu le temps, en fait, de se découvrir eux-mêmes avant d'être un peu empoisonnés par l'alcool, quoi. Surtout, c'est très, très français. On a une très jolie culture autour de ça et je crache pas dessus, mais pour le coup, c'est vraiment genre juste mauvais. Faites du jus de raisin, quoi. Faites pas de l'alcool. Pitié. C'est tellement meilleur, en plus. C'est sucré. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi d'être venue aujourd'hui dans ce premier épisode. T'es notre toute première invitée. Je suis trop contente d'avoir fait cet échange avec toi. Merci de m'avoir invitée. Je suis trop contente. J'espère qu'on aura aidé des gens qui sont dans ton cas, dans mon cas, dans notre cas et qui ont leurs règles ou pas. Et non, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur tout ça. C'est trop bien. Un plaisir partagé. Et merci à vous d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et d'écouter votre corps.